Alors, en tout cas, bienvenue. Merci d'être parmi nous ce soir. De nouveau, très souvent, ce sont des personnes qui nous retrouvent. Merci, c'est merveilleux de vous retrouver. Sinon, pour les nouvelles personnes, juste pour dire, c'est une galerie, c'est un atelier, un lieu de création où on donne aussi des ateliers, on fait des peintures, Didier, il fait des photos, aussi des vidéos si vous voulez vous présenter sur les réseaux, comme ce soir maintenant Mathieu, il sera filmé et cette vidéo lui appartiendra pour au fond promouvoir un petit peu son activité dans les réseaux. Donc ça, c'est des choses qui se passent. On peut aussi faire une conférence. Quand on a un sujet qui est passionnant, vous êtes passionné de ce sujet, alors bienvenue pour une future conférence ici chez nous, mais après la pause de l'été, donc au mois de septembre. Alors, pour revenir à Mathieu, je ne suis pas quelqu'un qui présente volontiers les personnes parce que je suis sûre que les personnes se présentent beaucoup mieux en sachant qu'est-ce qu'ils veulent dire sur la vidéo par la suite. Et puis, on a de la chance aujourd'hui de pouvoir prendre l'apéro dehors. Donc, c'est une chose qui est prévue après. Alors Mathieu, merci d'être là. Et puis, je te laisse la parole. Je vais m'asseoir à côté. La place là. Eh bien, merci pour l'accueil. Merci d'être venu. C'est chouette, on a de la chance avec le temps. Donc, quand on ressortira dans 6 heures, il fera nuit. Je ne sais pas combien de temps ça dure, combien de temps vous avez. Hein. Je vais essayer de faire pas trop long, mais quand même suffisamment pour que vous ayez tout bien compris. Ce serait dommage que vous n'ayez pas bien compris. Alors, moi, je m'appelle Mathieu, comme ça a déjà été dit, et puis je suis aussi connu des fois sous le nom de Martouf, comme j'ai mis là, avec mon site web martouf.ch. C'est des fois Martouf le synthéticien. C'est long à mettre tout ça. Alors. Et puis, synthéticien, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aime bien faire des synthèses plutôt que des analyses. Il y a des gens qui analysent les choses. Analyser, ça veut dire découper. Alors je coupe. Alors pour certaines choses, ça marche très bien, creuser, découper. Puis pour d'autres choses, ça marche pas du tout. Parce que si je prends mon ordinateur, puis que je le coupe d'Internet, puis que je veux étudier Internet après, ça marche plus. Donc il y a des fois des choses, on a besoin de relier plutôt que de découper. Et il y a plein de sujets comme ça, on comprend beaucoup mieux les choses quand on relie que quand on découpe. Alors ça, c'est un peu ma passion, dans plein de domaines différents. Et puis, il y a déjà des gens qui sont venus faire une fois un jeu de la monnaie aussi, donc ça c'est un peu une de mes passions, c'est aussi étudier en fait l'histoire de la monnaie et des systèmes économiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire économie? Oui. Oui? C'est la maison. La maison, ouais, eikos. Le éco, ça veut dire la maison, puis nomi. Le nom. Économie, alors il y a nomi qui vient de nomos, toujours du grec. C'est les règles de la maison. Ah oui, c'est les règles. Donc, quand on vous parle de l'économie, en fait, alors chez moi on met les chaussures à l'entrée comme ça, pouf, après ça c'est de l'économie. Et donc ça c'est aussi comment les gens s'organisent, et puis ça va avec vraiment l'organisation des gens, les petits groupes, leur vision du monde. Moi j'aime bien creuser tout ça. Et puis il se trouve que j'aime bien aussi m'occuper de mon jardin. On a parlé du piment là. Donc moi je fais pousser du piment dans mon jardin, on verra ce que ça donne. Il y a quelques années j'ai déjà réussi assez bien. Et puis tout ce qui est permaculture, c'est aussi des trucs qui m'intéressent, c'est aussi de voir comment on peut faire un écosystème vivant, donc relier des choses aussi. Et un jour j'ai découvert les épiceries participatives parce que tout ça, ça met ensemble justement l'économie, un peu de jardin, la culture, la vision du monde des gens, comment on va s'organiser en groupe pour créer, parce que c'est une épicerie participative mais coopérative aussi. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont regroupées dans un même sujet, puis je dis génial. Donc ça commence à me passionner depuis à peu près 5 ans, comme ça. Donc épicerie, j'ai mis des épices, hein, c'est un peu normal. Avec, on peut choisir si on veut du plutôt doux, plutôt piquant ce soir. À choix. Bon, alors c'est parti. Alors, donc je participe, vu que c'est une épicerie participative, à une épicerie qui s'appelle Chez Amy,
qui vient du nom d'une madame qui a légué sa maison à son décès pour quelque chose à faire d'intéressant. Ben, personne ne savait trop ce qu'il fallait faire. Il y a eu un salon de coiffure à un moment, puis tout d'un coup, le salon de coiffure s'est arrêté, et puis il y a des gens qui ont dit « c'est le moment de créer une épicerie participative ». Et ça, c'était il y a un peu plus de 5 ans, parce que ça fait 5 ans que c'est ouvert. Et puis en cherchant le nom, personne ne trouvait un truc intéressant, intelligent. Puis il y a quelqu'un qui a dit on est chez Amy, vu qu'apparemment c'était une personnalité du village, à Saint-Blaise, sur les bords du lac de Neuchâtel. Personnellement, je ne connaissais pas Amy, mais maintenant on a mis sa photo à l'entrée. Donc c'est l'âme du lieu. Et puis une épicerie participative, c'est donc comme j'ai dit une coopérative. Donc il y a 200 coopérateurs chez nous. Ça tourne toujours par là autour. Un coopérateur, c'est une famille en fait. Donc si on compte en nombre de personnes, j'ai été vérifié pour ce soir, on est à peu près 700. Parce que c'est souvent des familles avec quelques personnes, hein, logique. Donc ça va permettre de faire manger 700 personnes. Et puis le principe du participatif, c'est qu'il y a des gens qui sont là. Il n'y a pas cette espèce d'asymétrie. Il y a des gens qui ont une boutique et puis des gens qui sont clients. Donc là, on est tous en même temps clients et en même temps propriétaires et en même temps on fait notre service à l'intérieur de l'épicerie pour que tout ce qu'on a besoin de faire soit fait. Donc on a des coopérateurs qui ont chacun des tâches assignées et c'est 3 heures par mois qui doit être offert à la coopérative pour que tout soit fait. Donc il y a plein de choses diverses et variées. Personnellement, moi je fais 1h30 une fois toutes les 2 semaines. Et puis j'ai l'accueil de la livraison des fruits et légumes qui débarquent. Et puis on a un camion qui arrive, il y a une palette, hop, on sort des caisses, on les range, on les trie, on les remet ensemble, on refait de l'ordre, on pose des étiquettes, plein de choses comme ça. On vérifie que tout soit arrivé un peu plus, un peu moins que ce qui a été commandé. Et puis après c'est bon. Une fois qu'on a rentré toutes nos caisses, on les vide. On les remplit, on les revide. On fait directement le contraire. Et puis là, comme ça, j'ai plein de bons fruits et légumes tout frais à prendre directement quand je viens de recevoir la livraison. Puis ça, c'est la particularité des carottes qu'on reçoit. Parce qu'elles sont un peu bizarres des fois. Ouais. On a le solde de triage des carottes. Donc c'est toutes les carottes du Ceyland. Il y a pas mal de carottes là-bas. Et puis c'est beaucoup moins cher. Comme ça, on les a à 50 centimes le kilo. Ce sont des carottes bio, c'est bien. Mais elles sont un peu avec des formes bizarres. Puis des fois, elles sont plus ou moins grandes, des fois elles sont comme ça, ça arrive une fois comme ça, des fois elles sont comme ça, ça dépend. Là, ça fait quoi? Peut-être 2. Hein. Il y avait peut-être une carotte au milieu, ou alors des fois il y a des cailloux aussi, puis elles tournent autour. Ça fait quoi dans nos estomacs? Ça dépend comment on les mange, parce que moi je la mange en général pas, hop, d'un coup, je les croque d'abord, donc ça change pas grand-chose. Voilà, alors il y a des gens pour un petit peu voir ce qui est possible de faire. Il y a des gens concrètement qui vont faire des commandes de légumes, de fruits ou d'autres produits en tout genre. On y reviendra après voir ce qu'il y a un peu comme produit. Chez plein de fournisseurs différents, donc c'est très vaste. Donc il y a des gens qui gèrent des commandes, c'est un peu dans les créneaux qui existent. Il y a des gens qui gèrent les coopérateurs, parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, il y a des gens qui partent, il faut les former, leur expliquer comment ça marche. Et puis il y a vu que c'est une coopérative, il faut acheter une part de la coopérative au début. Donc en général c'est 200 francs je crois, c'est une part de coopérative. Et puis après il y a des gens aussi qui font du nettoyage, histoire que ce soit toujours propre. Il y a aussi des gens qui sont chargés des finances, voir qu'on est toujours riche. Il y a des gens qui sont chargés de voir que le magasin fonctionne bien, ils disent ça c'est quand même pas pratique de l'avoir mis là, on devrait le mettre ici. Et puis de fabriquer des meubles, de les changer de forme, de place, de tout. Alors on améliore très souvent tout ça. Et il y a une richesse incroyable, donc on frôle la perfection, évidemment. Et il y a aussi des gens qui ont les créneaux de 3 heures, ça fait 3 heures, mais moi j'ai dit je le fais en 2 fois, il y a des gens qui le font en 1 fois, puis il y a des gens qui font à la maison, ils écrivent des mails, il y a des gens qui le font sur place à l'épicerie en nettoyant, il y a vraiment de tout, donc c'est assez vague. Et puis il y a des gens qui ont un peu de peine à avoir un truc fixe, et eux ils sont dans l'équipe volante. C'est pas qu'ils ont des ailes, mais c'est que des fois il y a des tâches un peu saisonnières. Enfin, là j'ai mis une petite fraise à côté parce que c'est juste à côté de notre épicerie, il y a des champs à Wavre et à Gals où on peut aller chercher des fraises. Donc
Il y en a encore un petit peu, mais c'était surtout au début du mois, le gros de la saison. Donc là, on a des barquettes, puis il y a des gens qui vont récolter les fraises dans les champs, puis après ils les mettent à l'épicerie. Ça peut être une tâche de l'équipe volante. Puis des fois, il y a des biscuits de Noël à faire. C'est aussi une des tâches qu'on peut l'attribuer, faire des paniers pour Noël, puis plein de choses comme ça. Un petit aperçu. Alors maintenant, on va aller visiter un peu à quoi ça ressemble à Saint-Blaise. Alors, c'est la porte d'entrée, il y a des gens, c'était assez au début. Et ça, c'est une porte d'entrée, il y a plein de gens, mais des fois, on voit presque personne parce que de plus en plus, c'est en libre service. C'est ouvert avec des horaires de plus en plus larges. Au début, il y avait toujours besoin d'expliquer aux gens comment ça marche, donc il y avait des horaires assez précis, toujours des gens qui sont là pour expliquer aux autres. Puis au bout d'un moment, c'est bon, j'ai compris. Et de plus en plus, on a des horaires qui s'élargissent. On est ouvert presque tous les jours. C'est sauf le dimanche, mais quand même le dimanche, on a quand même la porte qui est ouverte. Il y a la petite clé. Alors, en fait, il y a une possibilité, on verra après, avec une application qu'on a créée pour pouvoir ouvrir la porte. Clic, et puis c'est en libre service directement. Mais on a comme des horaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent nettoyer, passer des trucs, changer. Et puis, il faut aussi des horaires dans les magasins. On peut poser des questions pendant ? Ah oui, comme ça, ce sera fait. J'ai pas compris. C'est en libre service, c'est-à-dire que les personnes viennent, se servent et prennent ou... Alors, il y a un peu tout le monde qui fait son créneau à des heures différentes, à des choses. Donc, les gens qui font leur créneau dans l'épicerie, ils viennent, comme moi, quand je remplis les caisses de fruits et légumes, je fais aussi mes achats en même temps. Donc, il y a un peu en libre service comme ça. Mais il y a quand même des horaires, parce que c'est embêtant quand il y a des gens qui font du nettoyage, puis des gens qui viennent tout salir à côté. Donc, Dans les 3 heures, il y a une présence sur place ? Alors, il y a des gens qui ont comme créneau de rester, Voilà, c'est ça. de faire épicière. Et puis, ils sont là à disposition pour tous les gens perdus. Il y a combien de personnes par jour, par service ? Alors, on avait au début défini 3 personnes, puis maintenant on voit que 2, ça suffit. Il y a des gens qui aiment bien être 3, puis il y a des gens qui disent, moi je peux faire tout seul. Il y a des gens qui aiment bien discuter ensemble, alors il reste... Après, c'est aussi choisir. Par exemple, il y a des produits surtout les fruits et légumes qui sont fichus, alors c'est de les mettre au compost. Et puis, on peut changer aussi le prix, on les met à 50% ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un peu le rôle des épiciers et épicières qui sont là pour gérer. Et surtout aussi pour les fromages, parce que pour des raisons d'hygiène, il n'y a que les personnes qui sont habilitées à couper le fromage, parce qu'ils ont reçu la formation couper le fromage. Alors quand en dehors des heures, on a fait un peu des fromages déjà pré-découpés, et puis ils sont disponibles comme ça. Mais là, il y a des petites subtilités, ça dépend des produits. Oui ? Ce sont que les coopérateurs qui peuvent venir acheter ? Des personnes extérieures peuvent venir ? Alors effectivement, ça c'est une excellente question, parce qu'il y a plusieurs modèles possibles. Dans le modèle qu'on pratique chez nous à Saint-Blaise, chez EMI, c'est un modèle fermé. Donc je suis coopérateur, je suis dedans, je ne suis pas coopérateur, j'ai pas accès au magasin. Alors qu'il y a des épiceries où ils aiment bien aussi, il y aura plus de monde si je suis ouvert à tout le monde. Et du coup, ça pose aussi des problèmes, il faut avoir des moyens de paiement. Donc je vais y venir tout à l'heure, après, comment on fait avec les moyens de paiement. Et là, il y a plein de modèles qui sont possibles. Et on a un peu plein de cas de figure en Suisse romande. Il y a des gens qui sont très forts pour faire... Ceux qui ont payé les cotisations, ceux qui sont coopérateurs, ceux qui sont juste membres, ceux qui sont bénévoles, ceux qui sont clients externes, ça devient très compliqué. Moi, je suis assez partisan du modèle le plus simple possible. T'es dedans ou t'es pas dedans. Ça résout plein de problèmes de gouvernance aussi. Il n'y a pas les gens qui décident, c'est ceux qui ont payé une fois et puis ils ne travaillent pas. Parce que ça, des fois... Donc là, on voit encore un petit peu à quoi ça ressemble sous divers angles. Donc comme ça permet de voir les produits qui sont à disposition. Là, on a tout plein de silos en vrac avec tout ce qui est céréales, les pop-corn les maïs à pop-corn, des œufs, des frigos qui sont là pour tout ce qui est aussi viande, fromage. Là, il y a partie un peu nettoyage en tout genre. Et puis là, si on va en fait de l'autre côté de là, on se retrouve ici. Et puis là, c'est la partie des noix, les noix de cajou, les amandes, les fruits secs et tout ça. Et puis là, on a des bocaux en tout genre, le miel, les tapenades, ce genre de choses. Ici, c'est tout ce qui est farine. Donc on a des coopérateurs aussi qui sont agriculteurs dans la région, qui nous fournissent aussi leur propre farine.
Et puis il y a des épices ici, et sur le côté il y a encore plein d'autres choses, dans les thés, cafés, en tout genre. Et au milieu il y a encore des tonneaux avec des réserves, plein de choses. Des pâtes. Les fruits et légumes? De l'autre côté, j'y viens, c'est juste à côté. On a dû coloniser un garage à côté parce que c'était pas assez grand. Parce que on avait un étage un peu plus bas, mais ça suffisait pas. Et on a eu une chance incroyable, c'est que à 1 mètre, de l'autre côté d'un petit couloir, il y avait un garage. Puis apparemment, il devait être libre, ou il a dû être libéré, ou je sais pas le détail, mais on a colonisé le garage, et puis on l'a isolé, on l'a bricolé une fois, et puis on a transformé ça en chambre fraîche. Donc il y a des gens qui ont les chambres froides, c'est une grosse, ça consomme beaucoup d'énergie, c'est compliqué, il fait très froid dedans, et ça coûte très cher. Puis là, on a un petit, il y a un ventilateur de l'autre côté du mur, et puis c'est un système qui a été conçu pour les caves à vin surtout. Là, d'un coup, on arrive à 12-13 degrés, comme ça. Et puis, un de nos gentils coopérateurs qui est aussi spécialiste pour mettre des capteurs partout et des Raspberry Pi qui vont aller capter les données et puis les avoir en version web. On a un monitoring de plein de frigos et puis la cave, l'extérieur et partout. Donc, on connaît toutes les températures à peu près en direct. Donc ça, ça permet de donner aussi... apparemment, il y a encore le service d'hygiène qui vient. Des fois, c'était pas très clair de savoir qu'est-ce qu'il peut faire si c'est un lieu fermé, mais il y a quand même des choses qui sont, si on est fournisseur en général, que ce soit privé ou public, il y a le service d'hygiène qui vient. Donc là, ils viennent et puis ils demandent des fois, on a besoin de toutes les températures des frigos. On dit, ok, c'est là à disposition, téléchargez le fichier. Il paraît qu'il y a plein de magasins, même des gros, où ils font pas ça. Il y a quelqu'un qui va relever toutes les heures la température, et puis partout. Donc comme ça, il y a des petites innovations sympathiques qui sont faites parce qu'on a une richesse incroyable dans les types de profils de tous les coopérateurs qui sont là, qui se disent, moi j'ai des compétences dans ce domaine, je peux les fournir. Ça, on fait des livraisons, donc 2 fois par semaine. Il y a dans le Ceylan une grosse coopérative qui s'appelle Terra Viva, dans laquelle ils fournissent Coop et Migros aussi, et puis ils font un arrêt par chez nous. Terra Viva. Puis là, ils fournissent chez nous, en passant. Et puis on verra après, un peu plus tard, qu'on va aussi commencer notre propre maraîchage. Donc on a aussi diminué la consommation chez eux pour prendre chez nous. Donc là, il y a plusieurs étapes. Et puis ça, c'est 2 fois par semaine, plein de choses qui arrivent comme ça. Entre 15 et 30 produits différents qui arrivent à chaque livraison, à trier, ranger. On joue à Tetris des fois. Et il fait froid. Alors l'hiver c'est bien parce qu'il fait presque plus chaud dedans. Puis l'été, comme maintenant, il fait froid quand on va là-bas dedans. Bon, je vais aller au frigo toute la journée, enfin toute la matinée. C'est vraiment courbe le mur, mais c'est la photo. Non, ça c'est la photo. C'est un peu une photo panoramique. C'est comme si de le faire ici, c'est un peu compliqué. C'est pas courbe, c'est... Alors, pourquoi est-ce que j'avais envie de créer une épicerie participative, Ça peut se poser la question. Il y a déjà tout ce qu'il faut et des magasins partout. Je vois pas pourquoi je me casserais à faire ça. Donc en fait, c'est surtout des gens qui sont réunis avec des valeurs fortes, puis ils avaient envie de faire quelque chose. Il y en a marre d'avoir des produits bio qui sont toujours emballés avec beaucoup de plastique autour, et puis il faudrait les enlever parce que là... Alors oui, non, c'est pas possible, il faut les séparer quand même et tout. C'est bon, il y a des gens qui se sont dit, si on a que du bio, on n'a pas besoin de les emballer. Et puis c'est bon. Alors c'est le genre de réflexion qui ont fait que tout d'un coup, il y a des gens qui se sont dit, on va faire une épicerie. Et puis là, à peu près tout le monde était d'accord pour dire que ce sera quasi exclusivement du bio. Il y a 2-3 petits produits transformés parfois. Ou alors il y a du miel qui n'est pas bio. Mais ça dépend si les abeilles ont bien trié ou pas. On ne sait pas trop où elles vont des fois. C'est des produits locaux au maximum, c'est aussi des produits de saison. C'est là qu'on a redécouvert, en tout cas pour ma part, pas mal de saisonnalité qui existent, notamment les yogourts. Il n'y a pas des yogourts toute l'année, parce qu'au bout d'un moment, les vaches, elles ont aussi besoin de leur lait pour leur veau. Donc il n'y a pas de yogourt pendant entre novembre et février. Là, parfois, on se fournit ailleurs où il n'y a pas de yogourt. Et on a des super excellents yogourts qui viennent d'un producteur du Ceylan qui a décidé tout d'un coup, mais il y a des gentils gens, je peux refaire du yogourt. Avant j'avais arrêté, c'était un peu nul, j'avais plus envie. Puis là tout d'un coup il a recommencé à en faire il y a 5 ans. Et puis c'est carrément maintenant, il a sa laiterie chez lui, parce que la laiterie là où il allait à Inns, ils ont arrêté aussi, donc lui il a repris tout le matériel.
Et il est super bon. On a visité il y a 2 semaines toute l'installation et tout ça, c'est incroyable. Donc après on a du vrac, ce genre de choses aussi, ce qui pose des fois un peu des problèmes le vrac, c'est toujours un peu ambivalent, on ne sait pas, quand on a des gros emballages qui arrivent, ou alors plein de petits emballages, l'épaisseur du plastique, ça fait qu'il est plus gros quand il y a des gros emballages, puis c'est des petits, après c'est plus fin, mais en masse en fait ça fait la même chose, donc des fois est-ce que c'est un avantage d'avoir en vrac ou pas? Ça se discute des fois. Mais en tout cas, là on a justement les maïs à popcorn, ce genre de choses qui viennent avec des silos. Et tout ça, ça a été fabriqué par un coopérateur qui est designer en meubles. Alors il s'est dit, je vais vous proposer une solution pour faire tout ce qu'il faut pour l'épicerie en meubles, en tout genre. Donc c'est super beau. Il fournit d'autres épiceries aussi, si ça vous intéresse. Il n'y a pas de pièces en métal. C'est que du bois avec une vitre ici. Et puis là, il y a un petit poussoir avec un ressort derrière, ça fait un trou qui se déplace, puis ça coule dedans. Pop, pop. C'est assez bien foutu. C'est simple, c'est efficace. Il n'y a pas de plastique, pas de ces grands silos en plastique. Donc là, on gère à peu près 650 produits comme ça, qui sont là. Et pour gérer... Les valeurs, c'était tout là? Il n'y a que ça? Ah non, mais il y en a plein d'autres, mais bon... Il n'y a pas aussi pour les producteurs, c'est quand même plus équitable, non? Alors ça va aussi dans les producteurs locaux, en fait, on fait aussi... il y a une marge qu'on va prendre dans l'épicerie pour faire ses frais de fonctionnement, puis on peut jouer sur la marge, donc il y a certains producteurs, par exemple le lait. Le prix du lait, il est avec une marge qui est nettement plus grande que ce que les producteurs de lait habituellement reçoivent, en fait. Et ça, vous arrivez à... Puis ça, on arrive à jouer. Puis on a essayé de jouer aussi avec des producteurs locaux de fruits et légumes, justement. On joue sur la marge pour qu'ils gagnent plus, en fait. Donc il y a une question de vouloir favoriser certains producteurs et pas d'autres. Quand c'est des grosses centrales, je dis, eux, ils n'ont pas trop besoin. Puis quand c'est des plus petits, on arrive à varier. Alors, on a commencé avec une marge 20%. Et puis maintenant, elle est plutôt vers les 10%. Et puis il y a des gens, justement, on met un peu plus pour leur donner. Non, alors il y a plein d'autres valeurs, il y a aussi le fait que c'est toute une grande communauté de gens fort sympathiques, on essaie de renforcer les liens entre les gens, et puis on pourrait imaginer beaucoup de choses. Mais enfin voilà, je dis que c'est des valeurs fortes, puis que c'est des gens qui se rassemblent, et il faut qu'ils se rassemblent autour de ces valeurs, qu'ils soient d'accord, et c'est comme ça qu'on est assuré que le projet fonctionne, et sur le long terme. Comme ça, il y a moins des gens qui ont une même vision du monde, ça facilite un peu. Donc par exemple à Nyon, il y a le local, ça c'est des gens qui sont issus des familles d'agriculteurs du coin qui n'étaient pas tous en bio, alors ils ont dit nous on favorise le local principalement, et même si c'est pas en bio, on va quand même vendre ce que mon frère, ce que mon cousin il fait. Donc là ils étaient plutôt d'accord, et ils ont trouvé un local, puis ils l'ont appelé le local parce que c'est pour favoriser les produits locaux. Donc il y a des philosophies différentes. Après voilà, chacun fait son magasin comme il en a envie. Donc pour gérer tout ça, il se trouve que c'est là que je suis un peu proche de toute l'équipe. On a dû avoir recours à une merveilleuse application. On s'est dit mais comment on peut faire pour gérer tout ça? Est-ce qu'on a besoin un peu d'informatique? Et il se trouve que moi j'ai une entreprise avec 7 associés où on fait du développement web. Et il y a un de mes collègues qui était un peu dans les fondateurs de cette épicerie, moi je suis arrivé quelques mois après. Et il a dit, on peut voir, sinon on fait une application qui peut gérer tout ça. Alors, ok, c'est dit, on a regardé ce qu'il faut, comment ça marche, qu'est-ce qu'on pourrait faire, une jolie application web. Et puis, en réfléchissant un peu à comment on peut fabriquer une application qui correspond à ce qui avait été aux valeurs de l'épicerie. Parce que on peut reproduire un supermarché, c'est souvent il y a une caisse, puis il y a des gens qui arrivent, puis on blip, blip, blip. Et là, en fait, on a un peu renversé le système, il n'y a pas de caisse. Il y a des gens qui se baladent avec un smartphone, avec un ordinateur ou avec un bout de papier, et puis ensuite on va reporter sur l'ordinateur qui est à l'épicerie. Et puis avec ça, chacun peut faire ses achats, et chacun, on doit faire confiance aux gens qui notent tout ce qu'ils ont acheté. Puis à la fin, ils font blip et j'ai payé. Donc il n'y a pas de file d'attente comme ça, puis chacun vient, il part. Donc alors dans les supermarchés, je sais que c'est assez décrié, il y a des self-checkout là.
Alors on va remplacer les caissières, c'est tout. Alors là, ça pose pas de problème, il n'y a personne qui est opposé à ça, tout d'un coup ça marche mieux. C'est mon magasin, c'est moi qui fais, donc je suis en même temps client propriétaire, donc tout va bien. Et alors cette petite application qui est devenue de plus en plus grande, qui est capable de gérer les différents modèles ouverts, fermés, pour pouvoir payer, ça s'appelle Epicerio. Et chaque coopérateur en fait a un numéro pour un virement par exemple, vous faites des virements bancaires, puis vous envoyez de l'argent sur le compte bancaire de l'épicerie, et puis après on est capable de récupérer un fichier qui est fourni là, puis il y a des coopérateurs dont le rôle c'est de reprendre ce fichier sur le compte bancaire, de les réintroduire dans l'application, et hop, mon compte ici est crédité, je deviens super riche. Je vois que tout d'un coup j'ai transféré de l'argent dans ma banque, c'est presque ça. Il n'y a pas de cash. Donc du coup il n'y a pas besoin de cash, il n'y a pas de cash. C'est nul. Alors justement, c'est décrié oui et non, mais pourquoi? Et en fait, quand c'est sa propre épicerie, ça pose pas de problème. Il n'y a plus personne qui est opposé. Et c'est un peu voir comment reprendre sa souveraineté aussi. Et puis, c'est avec des gens qu'on connaît, donc ça évite de leur taper dessus. Donc c'est un choix qui a été fait comme ça, qui apparemment convient à l'ensemble des gens qui sont là-dessus. Et on a aussi les modèles avec Epicerio qui est capable aussi de s'adapter s'il y a des gens qui payent à une caisse dans l'épicerie. Il y a des épiceries qui fonctionnent comme ça, pour des clients extérieurs surtout. Donc là, on peut aussi payer en cash. Et puis à l'intérieur, là, les gens, eux, ils s'occupent derrière de refaire le circuit, quoi. En tout cas, c'est la solution la plus simple qui a été trouvée et fonctionnelle. Donc voilà, cette application grandit, elle gère pas mal de choses, elle gère les stocks, elle gère les commandes, vérifier que tout est arrivé, ça permet d'avoir les informations sur tous les membres aussi, pour essayer de retrouver les gens avec qui on fait des créneaux, si on doit se faire remplacer par exemple, il y a besoin de savoir qui fait son créneau à quel moment. Il y a une nouvelle partie maintenant qui est aussi pour la planification des créneaux, qui doit faire quoi, à quel moment, quelle tâche, ne pas oublier ce qu'on doit faire. Et puis il y a une partie aussi finance, qui a un plan comptable qui va directement pré-mâcher tout le boulot. Et puis à la fin, il n'y a plus qu'à dire « Ok, c'est bon, il y a mon bilan qui est là ». Et puis à l'Assemblée Générale, c'est bon, on a présenté les chiffres, c'est parfait. Il n'y a pas trop d'oubli d'entrer les données des coopérateurs? Pour acheter, par exemple, il y a le mystère des œufs. Il manque toujours des œufs. En général, il n'y a pas trop de problèmes sur rien, puis des fois ça se compense. Mais les œufs, apparemment, il y a des œufs qui disparaissent. Et vous avez des poussins? Non, on n'a pas de poussins. Parce que effectivement, il paraît qu'entre Vevey et Saint-Blaise, c'est le même problème, hein, que j'ai entendu dire. Et je me questionne vraiment pourquoi. C'est comme les chaussettes. Alors, il y a des gens qui, je pense, ne savent pas compter. À chaque fois, ils comptent, j'ai une boîte, et ils savent pas que c'est une boîte de 6, une boîte de 8, une boîte de 10, une boîte de 12. Peut-être qu'ils comptent toujours une boîte. J'ai une boîte. Pourtant, on met les œufs à la pièce. Hein. Donc là, il y a un mystère. Oui? J'ai vu dans un self où ils mettaient un œuf le prix, 2 œufs le prix, pour que les gens n'aient pas besoin de calculer. Ah oui, ça aussi, ça peut être utile. Alors là, il suffit de faire plus, puis il n'y a pas besoin de calculer non plus. Ah ouais. Je prends pli, puis c'est bon. Puis après, Un problème sur ton appli. Je sais pas, mais en tout cas, il y a 2 épiceries où c'est connu que c'est un problème récurrent, et à d'autres, ils disent pas que c'est un problème. Alors je sais pas s'ils n'ont pas communiqué ou si c'est pas un problème. C'est bizarre. Oui. Peut-être des poules. Si une personne veut acheter qu'elle a plus de crédit, Ouais. elle a épuisé son crédit, ça la bloque ou... Alors, tout d'un coup, ça devient rouge. C'est marqué « Attention, vous êtes à -1, -10, -18, -120, -600 ». Donc, il n'y a pas de limite dans ce que nous, on a configuré. Après, on peut configurer des limites, on peut faire ce genre de choses, mais nous, on n'a pas de problème apparemment, parce que il y a des gens qui disent « Ah oui, il faut que je recharge, il faut que je remette de l'argent là-dessus ». Et puis, en général, ça se fait. Il y a des petits décalages, des choses comme ça, mais a priori, pas de problème majeur avec ça. Si une personne quitte alors qu'elle a encore du crédit, vous lui rendez son argent ou... Oui. Oui? Oui. Bon, des fois, ils prennent tout jusqu'au bout, alors je sais pas s'ils quittent avec 600 balles de dette. Enfin voilà, après il y a les parts de coopératives et ce genre de choses, mais
Donc ça c'est une application qui gère pas mal de choses. Je crois que maintenant on est à 17 épiceries qui tournent avec ça aussi parce que ça fait des petits finalement. Et puis il y a d'autres épiceries qui sont créées ces 5 dernières années. Il y en a eu pas mal en fait, un peu partout. Et puis une fois que ça a commencé à bien tourner, ben, on s'ennuyait. Du coup 2019, 2020, 2021, il y a l'épisode Covid entre deux. Hein. Ça, c'était aussi, il a fallu créer dans Epicerio la façon de pouvoir commander à distance, comme ça on pourrait rester dans son canapé et puis on est tranquille comme ça. C'est aussi un avantage d'avoir son propre magasin plutôt que de devoir aller dans d'autres magasins où c'était compliqué, toutes ces règles, là c'était un peu plus simple. Mais comme ça, en 2 semaines, il y a une nouvelle version de l'application qui a été développée avec je précommande et ça faisait les commandes presque à distance, mais après il fallait aller les chercher quand même. Donc c'est un peu la souplesse d'avoir son propre outil à disposition avec des gens qui sont capables de faire tout ça rapidement. Bon alors on s'ennuyait en 2021, donc l'idée ça a été de créer une forêt-jardin. Donc j'aime bien le joli dicton qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. On en profite bien. Et le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant, parce que comme ça on en profitera le plus rapidement possible. Donc ici, il y a des gentils coopérateurs qui habitent là, dans la ferme au milieu, et puis qui nous ont mis à disposition tout un terrain où il y avait déjà quelques grands arbres, et puis on en a planté des centaines d'autres, en tout genre. Donc le but de la forêt-jardin, c'est que c'est tout ce qui est pérenne. Donc c'est des arbres principalement, des arbres, des arbustes, ou alors quelques fruits et légumes qui restent, puis on n'a pas besoin de replanter chaque année, de s'en occuper trop. Donc c'est des petits fruits, des rhubarbes, des fraises, il y a des fraises partout maintenant dans toutes les allées, des noix, des noisettes, des caseilles, des framboises, et puis tout ce qu'on trouve pas forcément facilement dans des magasins en fait aussi, comme les amélanches, c'est pas très connu, et c'est tellement bon. Donc ça c'est aussi, gentiment il commence à avoir des créneaux, je vais chercher à la forêt-jardin des choses. Alors voilà ce que c'est devenu, ça c'était il y a 3 semaines. Alors il y a les amélanches, il y a des fraises partout, des framboisiers, plein de choses, donc 1600 mètres carrés de jolies petites forêts-jardins qui poussent encore, qui grandissent et tout. Donc ça c'est un projet intéressant. Alors c'est censé pas prendre beaucoup de temps, mais il y a quand même une personne qui passe une journée par semaine pour gérer tout ça, et une autre personne qui va s'occuper de tondre toutes les allées. 8 personnes. Il y a une personne qui tond régulièrement, il y a une personne qui vient une fois par semaine, puis il y en a 2 autres qui l'accompagnent régulièrement. Donc il y a à peu près 3 personnes qui gèrent cette forêt-jardin régulièrement, savoir comment ça évolue, comment ça marche, tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de souci en termes de zone agricole, pas agricole, vous n'avez pas ces soucis-là? Alors, pas pour ça, non. C'était un peu le jardin des agriculteurs, donc c'est une zone agricole mais pas agricole. Je comprends bien, c'est que du bénévolat, enfin c'est que les coopérateurs. Là, c'est que les coopérateurs qui gèrent, ouais, exactement. Puis on a trouvé quelques passionnés. Il se trouve qu'on a une passionnée de forêt-jardin qui en a déjà fait chez elle, puis qui cherchait d'autres endroits. Et puis avec 2-3 autres permaculteurs, amateurs, biologistes et autres, ils se sont dit c'est génial, on va faire quelque chose. Des amateurs pour trouver des espèces un peu rares aussi à des endroits. Puis après, ça a coûté à peu près 5000 francs de trouver le financement pour pouvoir financer tout ça. Donc c'est une partie, c'est l'épicerie qui a payé. Puis il y a des gens qui ont dit, mais moi si vous voulez, je sponsorise un arbre. Alors il y a plein de gens qui ont sponsorisé des arbres. Puis comme ça, ils disent, ça c'est mon arbre. Et puis comme on le voyait juste avant, là on s'est retrouvé sur 2 week-ends, 2 ou 3 week-ends, je sais plus. En hiver, il faisait froid, il y en a même un où il y avait de la neige en fait, donc c'était pas tout à fait, c'est peut-être pour ça qu'on en a fait 3, et pas que 2. Et il y avait plein de gens, c'est assez impressionnant, une alignée de gens dans plein brouillard, il faisait froid ce jour-là. Et puis on a creusé plein de trous, et puis planté des centaines d'arbres très rapidement. En fait, c'est impressionnant la vitesse à laquelle on peut faire des choses quand on est beaucoup. Puis que c'est bien préparé aussi, parce que ça nécessite une préparation à l'avance. Et après, le but du jeu, c'est aussi pouvoir se prélasser, comme ça, tranquille. Donc, y a des gens qui nous font des petits rappels de temps en temps. N'oubliez pas de venir vous reposer. Puis, moi, c'est vrai que j'y vais vraiment pas souvent, donc c'est pas forcément mon chemin. Ah oui, parce que ça protège les arbres, le lierre.
C'est une croyance bien ancrée. Il y a de discours. Ouais. Non, ça protège les écorces comme ça. En tout cas, il y a plein de vieux arbres qui ont beaucoup de lierre qui se portent bien. Et il y en a d'autres qui se portent mal. Alors peut-être différentes. Tout est dans la mesure aussi, peut-être. À voir. En tout cas, là, ça se passe bien, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai vu. Je ne sais pas spécialement... Et toutes ces jolies fraises. Bon, et puis après, une fois que ça c'est fait, ben, c'est normal, ça roule. Donc, ben, il y a encore nouveau des gens qui s'ennuient. Donc, il y a un nouveau projet qui a été fait. Ah, il m'a rogné un peu, là. Bon, on s'est dit, les fruits et légumes qui viennent de Terra Viva, c'est bien, mais on pourrait les faire nous-mêmes. Alors là, c'est un niveau encore un peu plus haut. Là, ça devient complexe. Là, on est au point, ben, ça a commencé en 2023, au tout début de l'année 2023, en fait. Il y a le maraîchage qui a officiellement commencé. Donc le projet, il a commencé, ben, il y a eu une année. On est en, oui, c'était il y a 2 ans, du coup, plutôt. Durant l'été 2022. Et puis là, en fait, c'est un grand changement parce que le maraîchage, c'est super compliqué. Il faut qu'il y ait des gens qui soient tout le temps là. Donc là, du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit professionnellement là. Il y a les tournus de coopérateurs, ça suffit plus. Donc on a 3 maraîchers, des maraîchères et maraîchers qui sont là. Donc on a 3 personnes pour un poste de 130%. Donc il y en a un qui est principalement là à 60%, à 40%, à 30%, c'est ça, oui. Et puis, ben, en choisissant le terrain, et puis l'idée, en fait, c'est pas venu tout à fait de nulle part pour chez EMI, parce qu'il y avait déjà l'épicerie participative à Neuchâtel qui s'appelle Système B, qui faisait déjà la même chose depuis 1 année ou 2 ans. 2 ans. Donc ça, c'est la serre de Système B, ça, c'est la serre de chez EMI. Puis il y a 2 bouts de terrain comme ça, l'un à côté de l'autre, qui font 5000 m² chacun. C'est toujours chez le même agriculteur qui est super content, qui a dit « Ok, venez chez moi, je vous mets à disposition un bout de terrain. » Parce que là, il y a tout un problème justement pour avoir du terrain agricole. Ben, tant qu'on n'est pas agriculteur, on n'a pas le droit. Donc il faut qu'il y ait un agriculteur qui le mette à disposition. Et c'est tout en fait le projet aussi des micro-fermes. Il n'y a pas vraiment de formation là-dedans. Donc maintenant, il y en a une. C'est aussi David Bixel, qui est aussi le maraîcher de Système B, qui a créé une formation de micro-ferme. Donc on peut aussi aller se former dans ce genre de forme d'agriculture. Donc là, il y a 2 épiceries l'un à côté de l'autre qui font à peu près la même chose, des fois avec des méthodes différentes. Puis là, il y a encore une autre coopérative à côté, la coopérative de Labor, qui a planté des pommiers et ils font du jus de pomme. Donc il y a plein de choses. Du coup, il y a 1 hectare ici, puis je sais plus la surface à côté. Alors tout ça, ça fait beaucoup de boulot. Donc il y a des créneaux aussi de gens qui travaillent là. Et puis il y a le maraîchage qui se fait. Puis ensuite, il y a des créneaux de gens qui doivent aller faire des livraisons, aller chercher. C'est à 2 km de l'épicerie. C'est pas très loin, mais suffisamment que quand il y a 15 caisses à prendre, c'est un peu compliqué. On peut pas le faire à pied. Donc là, il y avait des tonnes de tomates et tout ça. Ça, c'est des photos de l'année dernière, mais maintenant, elles sont presque à peu près à ça. Et puis, ça, c'est des photos que j'ai faites il y a 3 semaines. Donc, on a des poivrons. On a des courgettes et puis toutes les fleurs comestibles sur le côté qui sont aussi là pour drainer tous les pucerons. Et il y a des fois des moments où il faut aller planter. Alors il y a plein de monde qui vient, plein de créneaux de gens qui sont là à disposition, plein de bénévoles, plein de gens qui se sont trouvés une vocation tout d'un coup. Il y a aussi des universitaires qui viennent là, qui veulent essayer d'étudier comment ça se passe. Je leur dis ok, il faut bosser un peu au champ. En contrepartie, vous voulez faire un travail là-dessus, un master sur comment ça marche les épiceries, les maraîchages et tout. Eh bossez un peu, par la pratique, c'est bon. Pas que l'intellectuel à l'université. Donc voilà. Et puis, il y a un magnifique cadre. Il y a des gens sympathiques. Puis avec l'histoire en fait de ces 2 épiceries, ça permet aussi d'avoir des congés pour ceux qui s'en occupent. Parce que c'est un peu... les agriculteurs n'ont pas de congés en général. Mais là, du coup, ça permet, avec des équipes de 5-6, de tourner. On peut partager du matériel local de pause et on a dû investir dans une chambre froide quand même.
pour stocker plein de choses en local. Donc ça, c'est les courgettes comme elles étaient il y a 2 semaines. Avec aussi, on peut cultiver plein de choses. Des aubergines. Et puis après, je voulais revenir un peu sur les modèles de coopératives, parce que finalement, on bouffe un peu d'énergie avec notre chambre froide, avec notre chambre fraîche, nos frigos, et tous ces trucs pour refroidir. Mais là, on a poussé le truc à avoir recours à une autre coopérative, qui est une coopérative solaire, dans laquelle on a acheté des parts qui permettent de financer la pose de panneaux solaires. Un peu partout dans le canton de Neuchâtel, c'est la coopérative Copsol qui pose des panneaux solaires, surtout sur les centres scolaires, les centres sportifs, les endroits où il y a des piscines à chauffer, ça a commencé comme ça. Et puis c'est assez efficace, au point que ça a un peu défrayé la chronique l'automne passé, parce qu'il y a eu le collège La Fontenelle au Val-de-Rue, où il y a tellement de panneaux qui ont été installés que le réseau n'est pas suffisant pour exporter plus loin. Donc après, c'est le groupe E qui n'est pas content, parce qu'ils doivent refaire une partie du réseau, alors qui va payer cette partie? Et c'est toujours le problème dans les réseaux, justement, parce qu'on doit mettre les choses en commun, mais qui paye quoi? Donc là, c'est la force des coopératives que je trouve intéressante. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de se dire, finalement, tout seul, j'ai pas les moyens, j'ai pas les finances, j'ai pas le truc, j'ai pas le temps. Mais si on se met à beaucoup de gens, on arrive à faire des choses assez impressionnantes et assez rapidement. Donc là, juste acheter des parts et puis participer à une assemblée générale de temps en temps, ça permet d'avoir les liquidités nécessaires à poser des panneaux solaires en masse. Et puis, je pourrais peut-être pas faire ça chez moi, donc du coup, je peux le faire là où il y a des endroits où c'est possible. Et puis, il y a des passionnés qui gèrent tout ça aussi. Donc là, du coup, les coopératives font des collaborations entre coopératives. Donc on peut encore imaginer plein d'autres coopérations de plein d'autres coopératives. Et comment ça s'appelle cette union de 2 coopératives? Alors ça s'appelle Copsol, la coopérative qui a posé ces panneaux solaires là et plein d'autres maintenant. C'est aussi une coopérative. Oui, c'est aussi une coopérative. En fait, il n'y a pas vraiment d'union de coopératives, mais c'est juste qu'il y a une coopérative qui peut investir dans une autre coopérative. Elle peut acheter des parts dans les unes des autres, donc on fait des montages financiers comme ça. Et puis... Donc c'est intéressant, c'est surtout pour montrer le pouvoir de ce qu'on peut faire quand on est ensemble. Et puis pas tout seul, parce que il y a des gens qui veulent devenir autonomes, qui se construisent une ferme, qui font tout, puis après, au bout de quelques années, ils voient j'arrive pas à gérer tout, c'est très compliqué en fait. Le rêve de l'autonomie. Et puis là, on arrive à faire pas mal de choses, mais en étant quand même 5 à 700. Il n'y a pas toujours tout le monde en même temps, mais voilà, 200 coopérateurs et puis une 50aine de coopérateurs motivés, très très motivés certains. Puis ça fait bouger beaucoup de choses et ça motive. Alors c'est là que j'en arrive bientôt à la fin et puis que je voulais remettre un peu une idée de la philosophie justement, de se dire que soit on n'est pas content de ce qu'on voit autour de nous et puis de se dire je vais aller militer contre, c'est affreux, c'est horrible, taper dessus et puis faire des votations, plein de choses. Alors pour certains sujets ça marche et puis pour d'autres des fois c'est une énorme perte de temps et de moyens en tout genre. Alors par exemple justement pour faire changer les magasins puis de le dire vous n'allez pas mettre de plastique et puis moi je veux faire comme ça, on peut se battre longtemps puis ça bouge pas parce que c'est quand même une sacrée inertie. Alors là l'idée c'est de se créer son propre magasin et ça va tout de suite plus vite. Et c'est très très impressionnant la vitesse à laquelle en fait on peut lancer des projets qui ont l'air assez complexes, comme le maraîchage comme ça, en 6 mois, il y a eu une idée, et puis il y a eu, on a un champ, on peut planter, et on a des professionnels qui sont là, à disposition, engagés, et qui sont là. Et ça c'est vraiment 6 mois. Donc des fois, le temps de préparer une votation, un truc, le temps d'aller militer, de se taper dessus, et puis après... de se reprendre, de se faire taper dessus dans l'autre sens. Donc je trouve intéressant tout ça, puis ça m'a rappelé une notion d'avoir un cercle d'influence et un cercle de préoccupation. Donc on peut se préoccuper de tous les malheurs du monde à la large échelle, et puis de se dire que partout ça va mal, et puis qu'il faut que je fasse un petit peu quelque chose, puis on est tellement dissipé qu'en fait il n'y a rien qui change, et puis c'est des fois tellement hors de soi-même, que c'est pas très efficace, alors que si j'ai mon cercle d'influence puis j'agis juste sur ce que je peux, concrètement sur moi-même, mon corps. Balayer devant sa porte. Ouais, voilà. Avec la petite fable de la poutre et de la paille aussi ce genre de choses, plutôt que d'aller vouloir changer les autres, changer soi-même.
Puis de se dire qu'on peut aussi du coup agir là où on peut, et puis ça va faire grandir sa zone d'influence gentiment, puis on devient un exemple. Après ça devient inspirant pour plein d'autres gens, puis ça continue à grandir, et puis tout d'un coup ça change des choses qui étaient impossibles à changer plus loin. Parce que finalement quand je regarde, on a des chiffres d'affaires qui sont quand même grandissants comme ça, avec toutes les épiceries participatives de Suisse romande. Je sais pas, j'ai pas tous les chiffres, je sais pas exactement où on en est, mais de ce que j'estime, de ce que j'ai vu chez certains, on doit être à peu près à 2 millions de francs par année qui ont changé depuis les supermarchés jusqu'à ce genre d'épicerie. Donc on a commencé déjà à changer des trucs en 3, 4, 5 ans en fait. Donc, et c'est apparemment un mouvement grandissant. Donc il y a la possibilité d'aussi réorienter. Oui ? Quel est le prix moyen du panier mensuel d'un coopérateur? Alors ça c'est une excellente question, on pourrait calculer ça. Optimale. Alors, j'ai pas les chiffres en tête exactement. C'est vrai que moi je suis pas dans le rôle finance, donc en général je laisse. C'est pas une statistique que j'ai vu passer. Ton panier, c'est combien? C'est une bonne question. C'est pas toi qui fais les courses. Si, mais je charge, et puis après. Il achète à la niveau. Des fois ça arrive qu'il y a des trucs que j'achète. Mon Cenovis par exemple, je le trouve pas à l'épicerie. Je crois que finalement j'avais vu que je dépensais pratiquement 3000 francs par année dans l'épicerie. Donc combien ça fait par mois après, il faut calculer 250. tout ça. Ouais. J'aurais dit 200 balles par mois à un moment donné, mais ça a dû un peu augmenter. Et puis après, avec le maraîchage, on a eu des calculs aussi, parce que du coup il y a 130% de salaire à sortir. Et puis justement dans les valeurs, on a choisi que ça devait être des maraîchers super bien payés, comme jamais personne n'est payé dans ce métier-là. Donc je crois qu'ils ont une base à 4000 francs par mois, alors que des fois c'est pas du tout ça. Donc ça coûte cher. Du coup il y a plein de discussions sur les prix, mais d'où ils viennent? Alors on s'était aligné sur les prix qu'on avait avant, puis mais c'est pas juste du tout. Et il y a en fait je sais plus si c'est une association ou une fédération, il y a un groupement d'agriculteurs romans qui tous les mois fabriquent des prix comme ça, d'après ce qui leur semble juste. Et puis on s'est aligné un peu sur ce genre de prix. Et puis l'épicerie Système B qui est juste à côté, alors eux, une fois par année, ils décident des prix. Et puis ça marche. Et c'est beaucoup plus simple. Alors eux, ils n'ont pas de gestion informatique, ils n'ont pas le même logiciel, ils n'ont pas le genre de choses, donc ils font beaucoup plus au feeling plein de choses. Et puis avec Epicerio, il y a plein de gens qui veulent fouiller dans les statistiques, savoir qu'est-ce qu'on a déjà mangé, donc du coup qu'est-ce qu'on va manger dans le futur. Et à chaque fois je me dis mais c'est pas parce que j'ai déjà mangé quelque chose que je vais manger la même chose plus tard. Je peux aussi changer mes habitudes. Donc des fois faut faire gaffe. Il y a des outils qui sont intéressants, mais il ne faut pas non plus penser que l'outil va décider de ce qu'on veut vraiment. Parce que c'est à nous de décider. Donc on a des outils plutôt à notre service, c'est ça? Oui? Sinon, quelle est la marge payée par les collaborateurs les coopérateurs sur les produits? Alors en général c'est 10%, sauf des fois des petites variations en général. Tu parlais avant de cotisation, à part les... Non, il n'y a pas de cotisation, c'est des parts sociales. Alors pour lancer le maraîchage, on était un peu embêtés parce que il se trouve que quand on a lancé au 1er janvier, ils ont été engagés pour préparer toutes les cultures de la première année. Il n'y a encore pas de revenus. Donc il fallait les payer, les premières cultures elles arrivent au mois de mars. Et donc il fallait les payer des maraîchers 3 mois sans avoir de revenus. Donc à ce moment-là, il y a eu un appel de dons, il y a eu une demande d'augmenter les parts sociales en fait. Donc on est beaucoup à avoir acheté une deuxième part sociale. Et puis ça a permis de fournir toutes les liquidités nécessaires à tout ça. On a aussi essayé de faire une demande à plein de fondations, et il y en a une qui nous a gentiment répondu. Je me souviens plus, il y a une histoire de vers de terre dedans, mais une fondation qui a répondu et puis qui nous a donné, je sais plus, 20 000 francs, quelque chose comme ça. Ce qui a permis de payer les nouvelles infrastructures, une serre de 90 mètres de long. Donc donner, pas prêter. Donner, ouais, là. Pour ça, ça fait une infrastructure qu'on a dès le début et qu'on peut poser, ça fait le début. Et puis après, il y avait des projections qui sont faites, et c'est là qu'on a pu faire des calculs. Faut savoir que pour le maraîchage, il faudrait que chaque coopérateur dépense, je crois que c'était 11 francs par mois pour qu'on puisse financer le tout. Avec
les produits uniquement du maraîchage. Parce qu'il y a tout le reste que j'achète. Quand j'achète des figues, quand j'achète des noix de cajou, quand j'achète des pâtes, quand j'achète tout le reste, tous les fromages et autres, ben, c'est pas ce que j'achète, c'est pas les salades que j'achète chez nous, les courgettes ou tout ça. Et puis ben là, la première année, il y avait un peu un trou en projection. Donc il y a un système qui a été mis en place pour dire ben, on peut payer un peu plus cher et puis avoir tout ça. Et puis là où on en arrive maintenant, alors que la saison ne fait que commencer, on a déjà dépassé en fait le chiffre d'affaires de l'année précédente, qui était la première année. Donc en fait, donc on verra s'il y aura besoin de compléter ou pas, mais a priori depuis cette année, ça pourrait tourner tout simplement. Puis chez Système B, ben, ça fait quelques années qu'il tourne sans avoir apparemment de problème. On a vu qu'il y a des différences on pourrait dire démographiques, de structure ou autres. Un coopérateur chez EMI à Saint-Blaise, c'est une famille. À Neuchâtel, chez Système B, il y a pas mal d'étudiants qui sont tout seuls aussi. Un coopérateur, c'est un étudiant tout seul. Un étudiant qui l'été n'est pas là. Donc il y a plein de fruits et légumes, mais personne pour les manger. Tandis qu'à Saint-Blaise, il y a plein de gens qui apparemment sont par là, parce que il y a le lac, il y a plein de choses à faire, aller à la plage, il y a le Club Ictus qui peut avoir plein de paddles, des canoës, des machins, il y a plein de gens qui font des vacances balnéaires sur place. Donc en fait, il y a des structures, ça dépend s'il faut vraiment l'adapter à son endroit local. Donc chez Système B, l'été, ils font aussi les marchés pour vendre les fruits et légumes à d'autres, parce que dans l'épicerie, il y a un creux à ce moment-là, ce qu'il n'y avait pas chez EMI. Donc c'est vraiment à adapter à chaque fois à l'endroit où on se trouve avec les gens qu'on a, et puis ben, comme ça marche. On mange pas la même chose non plus, apparemment. Alors l'idée, ben, c'est justement que l'épicerie comme ça, je trouve que c'est un projet qui est hyper enthousiasmant. Moi je vois que vraiment c'est plein de gens motivés qui tout d'un coup retournent, tous ceux qui avaient de la fibre militante, ben, ils sont militants pour faire construire quelque chose et ça donne encore plus d'énergie. On voit le résultat de ce qui a été créé et ça donne envie de faire des nouveaux projets à chaque fois. Donc là il y a une équipe qui n'arrête pas, hein. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut que ça reste à taille humaine. Donc moi j'appelle ça une épicerie, mais il y a aussi des supermarchés coopératifs, des supermarchés participatifs. Bon, Coop et Migros sont des supermarchés coopératifs. Hein. Mais quand ils doivent faire, comme il y a quelques années, une campagne de pub pour dire Migros vous appartient à tout le monde, c'est qu'on l'a un peu oublié et puis que ça ne fonctionne plus du tout de la même manière. Donc là, il y a quelque chose, il y a la taille à éloigner tout ça en fait. Donc moi je suis assez partisan de garder une structure qui est petite, où les gens se connaissent quand même passablement bien. Et puis comme ça la confiance elle règne et on arrive à faire justement une épicerie sans avoir une caisse, sans faire du flicage. Il y a une épicerie, supermarché coopératif même, un gros machin à Paris, à la Louve, où il y a 8000 coopérateurs. Ça c'est assez énorme. Et puis là, ben justement, il y a des coopérateurs qui sont chargés de vérifier que ceux qui viennent faire leur créneau sont bienvenus. Et puis ce genre de choses, on fait du flicage des gens, il y a une caisse, il y a des trucs comme ça. Et puis après, ben, pour gérer, savoir quels seront les produits qu'on veut dedans ou pas, ben, c'est un peu plus compliqué. Donc là, moi je suis vraiment partisan de rester local le plus possible avec ça. Donc on a une proximité, on sait d'où ça vient. L'information circule mieux. Et puis ben, dès qu'on a quelque chose qui fonctionne à une bonne taille, puis qu'on veut le faire grandir, ben, on ne le fait pas grandir, mais on le duplique. Pouf, on en fait un deuxième même à côté. Et puis on en fait plusieurs, plein de petits, puis qui communiquent entre eux. Alors de plus en plus il y a ça, donc justement il y a les artisans du commun qui se sont créés, qui est une association avec quelques hyper motivés de plusieurs épiceries qui se sont dit ben faut qu'on exporte le modèle partout. C'est inspiré de l'économie du bien commun. Alors c'est une sorte des biens communs aussi, ben, notamment c'est le mode d'emploi, comment je crée mon épicerie. Donc là il y a même des gens qui sont là, qui organisent des soirées d'information, qui sont capables de répondre à toutes les questions possibles et inimaginables, de dire, fournir les modes d'emploi, les adresses de tous les fournisseurs pour acheter des frigos, des balances, des trucs comme ça, savoir comment il faut faire. Alors chez nous on a fait comme ça, là-bas ils ont fait comme ça, qu'est-ce qui est mieux ou pas, puis de faire un accompagnement, et tout ça de façon bénévole aussi. Alors, donc il y a pas mal de choses qui existent. Donc les artisans du commun, ça c'est la version suisse. Et puis en France, depuis peu aussi, il y a Bouge ton coq qui existe.
C'est en voyant la désertification en dehors des grandes métropoles, de se dire il faut qu'on garde au moins une structure dans un village qui fonctionne. Donc c'est des gens qui disent il n'y a plus de médecins, il faut qu'on fasse quelque chose pour garder les médecins, il n'y a plus d'épicerie, il faut qu'on fasse quelque chose pour garder une épicerie. Donc maintenant il y a cette initiative qui prend et puis qui vise à créer bon nombre de micro-épiceries, peut-être presque, c'est beaucoup plus petites. Aussi avec Epicerio, là, on peut gérer tout ça largement, à large échelle, hein, plein de choses. Avec le même principe, mais répliqué à chaque fois des petits trucs comme ça. Et puis chacun s'approprie sa version, son endroit. Oui ? 3 questions. 3. La première. La première, le minimum à mettre pour vous exiger une somme minimum. De... Parce que dans que les gens mettent en crédit. Ça sert en crédit. Il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum pour acheter, hein, sauf qu'il n'y a rien, on ne peut pas vraiment acheter. Donc... on pourrait acheter, oui, effectivement. On peut acheter à crédit à un moment. Après, oui. Je sais pas, parce que vous exigez, vous demandez à ce que les gens mettent une certaine somme d'abord. Donc il n'y a pas un minimum à mettre. Non, il n'y a pas un minimum. Il y a des gens qui arrivent et puis qui arrivent et puis ils mettent de l'argent, puis ils en ont, puis ils achètent, puis ils vendent. Des fois, ils vendent aussi, oui. Il y a des coopérateurs qui vendent des trucs. Il y a des gens... une coopératrice qui s'est dit je pourrais faire des rouleaux de printemps, c'est génial. Donc je prends tous les légumes qui arrivent, fais les rouleaux de printemps, puis je les revends. Ils reviennent. Il y a la biscuiterie d'en face aussi. Ça, c'est les gens qui habitent de l'autre côté de la rue, qui ont fait des biscuits, et puis qui les revendent. C'est une association comme ça. Deuxième, je vais oublier la troisième, mais vous avez envisagé une partie logicielle pour échanger entre les différentes coopératives, les produits que vous avez en trop, que vous n'arrivez pas à éliminer, ou avant qu'ils arrivent à date de conjonction, par exemple, des choses comme ça? Alors, j'ai pas entendu à ma connaissance ce genre d'idée, non, mais peut-être que c'est intéressant. S'il y a un vrai besoin, ça peut se discuter. Par exemple, les fruits, ils les vendent sur le marché en été, là où ils sont. Ouais. Peut-être que. Alors, c'est vrai que. Où il y a des gens qui arrivent, il pourrait y avoir une communication qui fait. Alors, il y a une communication qui se fait à l'intérieur de la coopérative. Il y a les gens, on a des petits messages qui apparaissent dès qu'on se connecte. Là, pouf, tout d'un coup, il y a les news du moment. Puis dire, on a besoin de beaucoup de monde. On a 500 plantons de salade à mettre dans les 2 prochains jours. Il faut venir, hein, on a besoin d'aide. Et puis, ou alors, il y a eu, l'année passée, il y avait eu la grêle qui a débarqué et puis qui avait foutu en l'air toutes les fèves. Puis il fallait les manger dans les 3 jours. Alors, manger les fèves à fond. Ça, c'est intra-coopérative. C'est à l'intérieur, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer de faire entre plusieurs. Le maximum, trop de fèves, ça aurait pu être intéressant, par exemple, d'en passer une partie aux coopératives. Ouais. Alors c'est vrai que ça concerne principalement tout ce qui est fruits et légumes qui sont produits en même temps sur place, dans le maraîchage. Et il n'y a pas beaucoup d'épiceries qui font leur propre maraîchage. Ce que je connais, il y a CHMI et Système B qui sont l'un à côté de l'autre. Donc en général, c'est déjà fait automatiquement. Il y a l'un ou l'autre qui compense. Comment ça se passe avec la date de péremption? Il faut manger avant. Il faut acheter. Alors justement, il y a des fois des petits messages. Il y a une page d'accueil de l'application sur laquelle il y a les produits. Il y a des coopérateurs qui sont justement épiciers et tout ça. Ils mettent les choses, justement, ils vérifient les dates de péremption. Et puis ils disent, ils les mettent en avant. Il y a une petite étoile qui se rajoute. Puis ça veut dire produit mis en avant. Donc pour plusieurs raisons, soit parce que c'est nouveau, soit parce qu'il faut les manger tout de suite. S'il faut vraiment les manger tout de suite, comme les fèves qu'on a l'année dernière, là c'est vraiment encore un message en plus qui dit mangez-les, mangez-les. Et il y a aussi eu les courges, beaucoup de courges, et puis il fallait stocker les courges. Donc il y a eu un message qui a dit stockez les courges dans votre cave, si vous pouvez, prenez-en quelques-uns. Il y a quelques personnes qui ont des grandes caves, et puis tout d'un coup il y a des gens qui ont à disposition plein de place en fait, un peu partout, et ça marche. Donc des fois il y a des infos qui passent comme ça, puis les dates de péremption, ça dépend. Et les produits secs c'est assez simple, parce que ça se périme pas vraiment. Les fruits et légumes, des fois, ils sont trop foutus, donc directement, ils passent au compost, puis on inscrit une perte pour l'inventaire. Et puis, là, il y a aussi assez peu de pertes, en fait.
laitiers. Et puis les produits laitiers, bah, des fois il faut les boire, les manger, les yogourts. Alors les yogourts sont tellement bons qu'en général il n'en reste pas. Ils disparaissent tous très rapidement. Vous n'avez pas besoin de les baisser, donc. Non, non jamais. Non, il y a même maintenant, justement, l'agriculteur qui les fait va probablement venir 2 fois par semaine parce qu'il n'y en a pas assez le week-end. En général, il passe le lundi soir ou le mardi. Et puis le samedi, il n'y en a plus assez, alors il faudra qu'il repasse avant. Et la viande et le poisson, vous congelez? Souvent, bon, il y a les frigos aussi. Il y a des super bonnes saucisses sèches. Quand il n'y a plus de yogourt, il y a les saucisses de vache. Oui. Comment vous prenez vos décisions? Ça, c'est très intéressant aussi. Donc, il y a un comité qui pilote le truc, qui gère la chose, en grande partie. Il y a une assemblée générale. Et puis, il y a une volonté de passer de plus en plus dans une espèce d'holacratie, d'avoir un système distribué de plus en plus où les gens prennent des décisions eux-mêmes quand il y a besoin, avec des rôles. Mais là, on voit que c'est la vision du monde des gens, la philosophie des choses, et c'est dur à passer. Donc, il y a des formations en holacratie, en gouvernance partagée, qui ont été, on va dire, sponsorisées, subventionnées par l'épicerie pour les gens qui voudraient participer à ça, avec les ateliers de l'instant Z qui proposent ce genre de choses. Donc, il y a possibilité, justement, on essaie de faire la transition de plus en plus pour que les gens se responsabilisent. C'est assez marrant parce qu'il y a des gens qui sont là qui disent « Alors, dans mon épicerie, il y a ça. Hein » Puis il y a des gens qui disent « Alors, dans votre épicerie, vous avez quoi ?» Puis, donc, il y a des gens qui se l'ont approprié, puis d'autres qui pensent que c'est chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est assez étonnant. Puis après, il y a des gens qui disent « Moi, j'ai une petite main, et puis je viens faire ce qu'on me dit. » Puis il y a des gens qui sont très entreprenants, puis qui disent « Bon, faut qu'on crée un nouveau projet, faire quelque chose, et puis on va organiser des réunions, faire des choses. » Il y a plusieurs groupes aussi qui se créent de façon annexe, des espèces de commissions, ouais. Il y a notamment une période, il y a des gens qui voulaient voir s'ils voulaient faire une espèce de label sur l'étiquetage pour indiquer beaucoup d'informations. Puis c'est passé en plein de fois, et pour finir ça a été abandonné parce que c'était très compliqué pour pas grand chose. Puis dire finalement on fait confiance aux gens qui commandent parce qu'on sait les valeurs qu'on a et puis on va les respecter. Puis à partir de ça, il n'y a plus besoin de faire un étiquetage parce que je sais que c'est bio, local au maximum, de saison au maximum, que ce sera le mieux que je peux. Donc en fait, si ça n'a pas été fait, c'est que c'était pas possible. On a eu un problème avec des patates il y a 2 ans, je crois. Il y avait des problèmes de météo un peu sur toute l'Europe. Les patates, elles venaient de République tchèque. Il y a des gens qui disent c'est loin ça, on n'a plus de patates. À la COP, elles venaient d'Égypte parce qu'il n'y avait pas plus près non plus. Donc des fois, il faut faire des concessions. C'est là qu'on remarque qu'en fait, on n'est pas en souveraineté alimentaire en Suisse, qu'on commande beaucoup de choses à l'extérieur. Donc là, on va un peu augmenter tout ça. Alors, il y avait 2 personnes en même temps qui voulaient parler. Oui. Est-ce qu'avec les légumes un peu blettes, par exemple, il vous arrive d'avoir l'initiative de faire une soupe de légumes, ou ratatouille, ou je sais pas. Alors ça arrive des fois, c'est des fois presque un peu en amont avec le maraîchage où ça se fait avec des lactofermentations, ce genre de choses. Puis avec les légumes, quand ils sont un peu trop foutus à l'épicerie, c'est un peu compliqué. Après il y a les lapins aussi. Mais il y a le compost, il y a les lapins. Des fois c'est un peu trop tard, et puis des fois on y arrive. Et vous vendez les lapins? On pourrait. Alors, Système B, ils ont des poules. Et puis, il y a 1 mois, ils se sont fait bouffer une dizaine de poules par un renard. Parce qu'ils donnent les limaces aux poules. C'est très bien. Part social, le renard. Je sais pas, peut-être. Et du coup, ils ont décidé pour tout bientôt, je sais pas exactement quand, de prendre des petits cochons qui eux-mêmes apparemment éloignent les renards. Bon, on verra. Hein. Ouais, il peut faire des choses comme ça. Alors. Donc après, peut-être qu'il y aura de la viande, de l'élevage, des trucs compliqués. Je sais pas quelle étape suivante. On va tout réinventer. Mais c'est pas trop compliqué quand même. Si je comprends bien, tout ton modèle, il repose quand même sur une chose essentielle, c'est la confiance. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dès le départ pour créer cette confiance? Alors ça, c'est vrai que c'est un point qui est crucial. Puis justement, je retrouve ça dans les systèmes
dans l'économie, les systèmes monétaires, la monnaie, elle émerge pour faire un lien de confiance avec des gens qu'on ne connaît pas. Et puis, l'idée, c'était à l'origine toute une équipe qui se connaît déjà, qui ont lancé un peu ça, et je pense que c'est quelque chose d'assez nécessaire. On voit aussi dans la gouvernance partagée ce genre de choses. Il y a plein de processus en tout genre, mais si les gens se tirent dans les pattes dès le début, ça ne marche pas. Si c'est pas là ceux qui ont le droit de décider qui décident, mais que c'est une entreprise hyper hiérarchique qui veut se réformer dans l'autre sens, ça marche pas. Donc il faut qu'il y ait quelque chose toujours à ce niveau-là. Et puis là, on a eu la chance d'avoir une équipe qui se voit régulièrement. À Saint-Blaise, c'est un village très particulier qui a vraiment un esprit communautaire assez prononcé. Mais il y a le fait aussi d'avoir concrétisé, matérialisé le rêve. Oui. Et ça renforce. Ça renforce la confiance. Exactement. La confiance en soi de chacun qui a réalisé des choses. Et puis, le fait d'avoir travaillé avec d'autres gens en parallèle, ça crée aussi de plus en plus quelque chose. En équipe. Mais là, il y avait déjà une équipe qui avait déjà fait des choses ensemble, et puis qui du coup s'est dit, on fait un nouveau projet, l'épicerie participative. Et c'était quoi l'autre projet? Il y a deux choses en même temps. Pour combien de temps? C'est à chaque assemblée générale, donc une fois par année, qu'il y a un comité qui est élu. Après, ça change régulièrement aussi au sein du comité. Il y a pas mal de gens qui ont changé. Il y a une quinzaine de personnes, de souvenirs. Depuis le départ, ce ne sont plus les mêmes personnes. Oui, ça a beaucoup changé, effectivement. Il y en a quelques-uns qui sont restés. Et puis, il y en a pas mal qui ont changé, en fait, plus que ce que je pensais. Il y en a aussi qui ont dit, maintenant l'épicerie, elle est lancée au bout d'une année. Moi, c'est bon. Puis il y en a d'autres qui disent non, oui, non. Mais il y en a qui sont là depuis le début, il y en a qui sont aussi très très présents, donc il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que c'est bien quand chacun est capable de faire un peu le reste aussi. Merci. Est-ce que Ça va être encore une question. Et puis aussi, Oui, là aussi. une question. C'est au fond, où est-ce qu'on trouve les épiceries participatives qui existent déjà? C'est quoi ta question? Où est-ce qu'on sait s'il en existe déjà? C'est une bonne question. Sur un moteur de recherche. Moi j'en connais. Alors il y a Epicop qui est à Vevey. Et puis il y a à Lausanne, il y a le Jardin Vivant, il y a Coupe Circuit, il y a la Brouette qui est assez ancienne, qui est un petit peu différente, qui est une coopérative aussi et qui maintenant utilise aussi Epicerio, qui s'est aussi orienté un peu sur le même genre de philosophie aussi. Il y a, donc j'avais dit le Jardin Vivant, Coupe Circuit, il y a le Vorace qui est sur le Vortex, sur le campus. Donc c'est un peu les épiceries participatives qui sont par là ces temps. Donc le Vortex justement, c'est le campus des étudiants où il n'y a personne l'été, et puis ils ont l'épicerie participative où il n'y a personne l'été. Avec le Vorace. Sinon dans le coin, un peu plus loin, il y a encore à B, il y a le Radis. Il y en a encore plus loin en Valais, il y en a encore plus loin du côté de Genève aussi, qui fonctionnent, qui étaient aussi assez anciennes comme la Fève et puis le Nid. Et puis là, c'est un peu un fonctionnement plus supermarché en fait, avec une caisse, ce genre de choses. Il y a à Nyon, le local dont j'avais parlé. À Neuchâtel, il y en a plein en fait. Sur ce endroit, il y en a le plus. Il y en a 4-5, je crois, même Neuchâtel, dans la ville même. Il y a la Chaux-de-Fonds aussi, il y en a une. Donc il y a une espèce de liste et il existe une carte, mais il n'y a pas énormément d'épiceries sur cette carte. Une espèce de fédération qui s'était faite en France où ils ont créé une carte, puis du coup il y a quelques épiceries de Suisse qui se sont mis dessus, et du reste du monde. D'accord. Je suis un peu curieuse, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant, ces gens, avant de créer l'épicerie? C'est indiscret. Par exemple, il y a le club Ictus dont je parlais, qui est le club nautique, où il y a plein de gens, un peu tout Saint-Blaise, qui va passer ses vacances là. Donc il y a la moitié du village là-dedans, l'autre moitié là maintenant. Et puis il y a... Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a d'autres projets un peu divers et variés, mais ouais. Il y a un peu de tout, mais... Merci infiniment. Et... C'est par cooptation ou comment ça se passe pour qu'une personne puisse intégrer Assez ouvert à tout le monde.
Donc nous, on a un site web, puis il y a des gens qui disent bonjour, j'aimerais venir, ou il y a des gens qui passent devant, puis ils disent c'est quoi ici, et est-ce qu'on peut venir acheter, est-ce que c'est bien, tout d'un coup, puis on leur donne les informations, ou alors il y a de tout en fait. Et puis on a fait justement une petite campagne quand on arrivait au maraîchage, on voyait qu'il fallait qu'on augmente d'une vingtaine de coopérateurs pour qu'on puisse augmenter un peu les finances, pour que les gens qui mangent plus de légumes, pour qu'on puisse payer un peu plus les maraîchers. Tout ça, donc on a essayé de faire un peu de publicité, un peu sur quelques réseaux, sur des affiches dans le village, ce genre de choses, quoi. Superbe, en tout cas merci beaucoup.